Bonjour, je suis Damsel of Letters. Anthropologue, je travaille à notre décolonisation en cherchant à débusquer tous les éléments coloniaux et néocoloniaux qui sont profondément ancrés dans nos langues, notre langage et nos comportements langagés. Bienvenue sur le Study Vlog. Dans l'épisode 8 de le Study Vlog, nous avons vu comment l'émergence de la femme potomitan a été pensée dans une continuité de la destruction de l'homme noir, et ce, à travers plusieurs procédés. Je rappelle, une colonisation réussie est une colonisation des esprits, de telle sorte que même si les chaînes physiques disparaissent et qu'un système semble en apparence aboli et comme appartenant au passé, ce même système est en fait maintenu, ni vu ni connu, et les chaînes mentales perdurent et sont transmises de génération en génération. Nous avons déjà vu plusieurs procédés qui ont permis d'éduquer les Noirs dans ce sens. Pour rappel, dans l'épisode 4, nous avons parlé de l'exotisme de manière générale et du doudouisme de façon plus ciblée sur les Antilles françaises, qui résulte, entre autres choses, sur une recherche constante de la validation blanche. Sous-épisode 5.2. Nous avons alors souligné que l'exotisation est un processus de dépossession. Nous avons vu un autre processus qui suit la même logique dans le sous-épisode 4.1. La domestication, qui résulte, entre autres choses, sur des divisions permanentes entre groupes de Noirs. Par ces processus, on fait en sorte que les chaînes mentales soient bien serrées et qu'elles perdurent sur le long terme. Je vais en rajouter une couche dans ce sous-épisode. Je sais, je ne lâche pas l'affaire, mais nous avons vraiment besoin de prendre conscience de ce processus, de la manière, de toutes les manières que l'ordre colonial, néocolonial et au final tout un système de domination qui va au-delà, je le rappelle, d'une simple histoire de couleur de peau, ont ingénieusement mis en place et ancré pour asseoir et faire perdurer la relation de domination et de soumission. Le but est vraiment que l'on prenne conscience de notre état, de voir au-delà de notre apparente liberté afin de réaliser que nous sommes éduqués, endoctrinés, domestiqués pour être les acteurs à part entière d'une relation beaucoup plus vaste que vous ne le pensez. Prendre conscience que nous maintenons la domination en nous enfonçant dans la soumission. C'est pour cela que je vous propose dans ce sous-épisode de voir une autre de ces manières qui suivent la logique de l'exotisation et de la domestication. C'est parti pour l'assaisonnement. Alors non, on ne va pas parler nourriture, quoi? Si, on va parler nourriture. Non. En fait, c'est assez glauque. Mais en même temps, il n'y a rien dans tous les épisodes et sous-épisodes de le Study Vlog qui ne soit pas glauque. Après tout, on parle colonisation, décolonisation et procédés qui ont permis et permettent de poser des chaînes mentales, d'assurer la domination des uns en faisant perdurer la soumission des autres. Et justement, l'assaisonnement est un de ces procédés. Comme d'habitude, je vous mets les références bibliographiques en fin d'épisode, mais je peux déjà vous dire que nous nous référons essentiellement à l'ouvrage déjà mentionné dans l'épisode 8, The Delectable Negro de Woodard. Alors, si on ne parle pas petit plat épicé, de quoi parle-t-on avec l'assaisonnement? L'assaisonnement fait référence, lors de l'esclavage, à une période de domptage, de dressage, voire même de débourrage. En équitation et selon le CNRTL, le débourrage désigne le début du dressage d'un cheval.
il est question de dresser l'animal afin qu'il puisse à terme être monté. Il doit donc apprendre à suivre les instructions, à obéir aux ordres, apprendre à s'habituer à la selle, aux morts, etc., etc. L'assaisonnement est en fait cette période de dressage prévue pour les Noirs mis en esclavage. Au cas où vous n'aviez pas encore compris l'ampleur des dégâts et la brutalité de la chose lorsqu'on parlait d'exotisation et de domestication, je pense que là, vous allez commencer à véritablement en prendre conscience. En même temps, il y en a qui ont des têtes dures, donc c'est pas sûr. En tout cas, j'espère. Et encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas question ici de s'arrêter à une histoire de couleur de peau, mais de bien comprendre qu'on parle d'un système, d'une idéologie dominante, pour laquelle chaque groupe, chaque personne a été endoctrinée pour maintenir cette domination en place. Ok? Donc, l'assaisonnement est une période de dressage prévue pour les Noirs mis en esclavage, donc dans la société esclavagiste. En fait, le terme exact mobilisé par Leron Bennett Jr., entre autres historien et spécialiste des relations raciales aux États-Unis, est Breaking In Period. Donc, littéralement, une période où on casse le noir, on le brise pour entrer en lui. L'objectif étant de le dresser. Bennett Jr. explique que ce processus apparaissait sous des formes différentes selon l'ère géographique, mais tous les esclaves venant d'Afrique étaient soumis à cette période de débourrage, de dressage. Hommes comme femmes. Il décrit la pratique du seasoning, donc littéralement assaisonnement, comme un processus qui pouvait durer entre 1 à 3 années. Il s'agissait d'une opération douloureuse durant laquelle mouraient 2 ou 3 Noirs sur 10. C'est notamment durant cette période que l'esclave apprenait des pidgin ou créoles basés sur l'anglais, l'espagnol ou le français selon la nationalité de la colonisation. C'est également pendant cette période qu'il lui était donné un nouveau nom. Bennett Jr. rajoute que c'est aussi à ce moment que l'esclave, que le noir mis en esclavage, commençait à se percevoir et à percevoir l'autre différemment. Vous comprenez? Le terme « breaking in » prend alors tout son sens. Entrer dans la tête du noir et le briser de l'intérieur. L'idée est, je cite Woodard, de graduellement conditionner l'homme et la femme noire à être des esclaves. Et cela passait par de la torture physique et psychologique. Dans l'épisode 8, nous avons vu comment l'homme noir était justement détruit, émasculé psychologiquement. En fait, l'assaisonnement consistait en des punitions effectuées comme des rituels qui servaient à briser la volonté d'un homme ou d'une femme noire. Alors, pourquoi on parle de seasoning, d'assaisonnement, et pas directement de dressage? Je vous ai prévenu que c'était glauque ou pas? Parce que ça l'est. Woodard explique que les historiens et autres spécialistes de l'esclavage se sont arrêtés sur ce terme car la définition numéro 17 de l'assaisonnement que l'on retrouve dans le dictionnaire encyclopédique de Webster, la version non abrégée, colle parfaitement à la manière dont étaient traités les esclaves noirs à l'époque. Cette définition de l'assaisonnement est sécher ou traiter d'une autre façon la nourriture afin de la durcir et de rendre impossible la retassure, la déformation, etc. En d'autres termes, on parle d'un processus irréversible. Et donc, les historiens de l'esclavage ont clairement attribué cette définition au traitement réservé à l'homme et à la femme noire mis en esclavage. Il s'agit d'un processus, je cite, qui durcit et endort l'esclave psychologiquement et physiquement face à la brutalité de sa condition. En d'autres termes, il est insensibilisé, il est endormi et ne réalise donc pas l'horreur de sa situation. Pas d'horreur, pas de problème. Pourquoi chercher à sortir de là? Voilà de quoi on parle. À l'heure actuelle, on se gargarise en se prétendant woke,
alors qu'on est complètement aveugle quant à notre véritable condition, celle dans laquelle nous nous prélassons, celle que nous chérissons. On parle de réussite, par exemple, sans même voir que cette réussite n'est qu'un écran de fumée permettant à la domination de rester dominante. Elle autorise la réussite selon sa définition et ses conditions pour mieux s'assurer la soumission à sa domination. Elle nous a assaisonnés pendant des années pour s'assurer de notre soumission sur des générations. En gros, elle nous bouffe et on en redemande. Lerone Bennett Jr. reprend une description de Eli Coleman où il expliquait un processus d'assaisonnement typique sur les plantations. Il était question de garder enchaîné un esclave fraîchement débarqué et donc récalcitrant. La journée, il travaillait dans les champs en ayant une chaîne autour de ses jambes. Il pouvait donc à peine se déplacer. La nuit, il lui était mis une autre chaîne autour du cou et on l'attachait comme ça à un arbre. Coleman racontait que 3 semaines dans ces conditions suffisaient à transformer en le meilleur travailleur que son massa, que son maître, n'ait jamais eu. L'idée est la suivante. On entrave si sévèrement que le jour où il est libéré, la vie sur la plantation ne paraît pas si mal. Elle a même un goût de liberté. Prenons l'image d'un oiseau. Pendant des jours, il reste immobilisé. Le jour où on le relâche dans une cage, croyez-moi, cet oiseau va chérir sa cage. Il va virevolter partout et tout faire pour y rester. Il va même être reconnaissant. Vous voyez à quel point c'est tordu? Et ça ne s'arrête pas là. Pour quelle autre raison parle-t-on d'assaisonnement? Parce que dans les récits historiques de l'époque esclavagiste, on parle souvent de consommation. J'ai déjà mentionné, par exemple, que dans Walker's Appeal, David Walker souligne la capacité du système de l'esclavage à consommer les corps et les âmes noires. À son tour, Woodard souligne que, dans le domaine public, les Blancs ne semblent mentionner l'esclave consommé que de manière plus ou moins abstraite en mettant l'accent sur les problèmes moraux et philosophiques que toute cette histoire-là soulève. Pourtant, les récits d'esclaves pullulent de références à la consommation brute, c'est-à-dire comme étant le fait de manger, d'avoir de l'appétit pour la chair humaine, et pas n'importe laquelle, celle de ceux mis en esclavage. Alors, je ne vais pas aborder les discussions qu'il y a autour du cannibalisme juste parce que, mais si cela vous intéresse, je vous propose quelques ouvrages dans la bibliographie en fin d'épisode. Ok? Revenons donc à notre propos. J'ai dit un peu plus tôt que l'assaisonnement consistait en des punitions effectuées comme des rituels qui servaient à briser la volonté d'un homme ou d'une femme noire. Concrètement, en quoi pouvaient consister ces punitions rituelles? On a déjà mentionné le fait d'entraver les mouvements d'un esclave la journée et de l'enchaîner à un arbre par le cou toutes les nuits. Pour autre exemple, dans A True Tale of Slavery, John S. Jacobs parle d'un festin de sang général qui pouvait notamment consister en des scènes où les hommes noirs étaient pris en chasse puis décapités. Jacobs relate également des scènes d'horreur pendant lesquelles les esclaves étaient battus de telle sorte que leur chair devienne tendre comme un steak. Ce n'est pas une interprétation de ma part, c'est vraiment ce qu'il a écrit. Like a steak, page 225. Dans un recueil de récits édité par George Roerick, on retrouve un récit de B.E. Rogers qui fait froid dans le dos tant il se rapproche de l'assaisonnement que l'on trouve en cuisine. En effet, il est raconté la manière par laquelle les hommes mis en esclavage étaient frappés, puis accrochés, suspendus par leurs pouces dans une smokehouse. Alors, une smokehouse, c'est un fumoir. C'était un petit abri dans lequel on traitait la viande. On laissait un feu se consumer lentement et cela produisait beaucoup de fumée. Et la viande était traitée ainsi.
Et voilà donc où étaient accrochés par leurs pouces les hommes mis en esclavage. Woodard dit que cette pratique était carrément un sport en Virginie. Les corps étaient littéralement fumés. Et ça va encore plus loin puisque les récits mentionnent des pratiques qui consistaient à littéralement assaisonner les Noirs. Comme en cuisine. Dans Before the Mayflower, Bennett Jr. rapporte le récit de Wes Brady qui a été témoin d'une de ces scènes d'assaisonnement. Il raconte qu'après avoir battu un esclave si profondément que les chairs étaient ouvertes, crues, saignantes, son maître, un certain Tom, a commencé à écraser des épices, puis à les mixer avec du lard. Alors quand on parle épices, on parle sel, poivre, vinaigre, mais aussi térébenthine et kérosène. Ensuite, le maître a appliqué sa mixture sur les chairs en lambeaux du pauvre malheureux. Il a littéralement assaisonné le corps meurtri de son esclave. Oh, et il a fini en le roulant dans un drap. Je vous avais prévenu que c'était inhumainement glauque. En fait, la mise en esclavage est clairement décrite par Woodard comme une forme d'appétit et de faim épicurienne pour la chair noire. Une faim que les Blancs ont cultivée via les maltraitances physiques, les abus sexuels et toutes les autres manières qui, au final, définissaient le quotidien des relations maître-esclave. Et oui, on parle d'une relation maître-esclave. J'insiste car aujourd'hui on parle d'une relation dominant-dominé ou plutôt dominant-soumis. Et il faut être deux pour qu'une relation perdure. S'il y a un dressage pour éduquer les uns à être soumis, ceux qui leur faisaient subir l'assaisonnement ont également été éduqués, dressés lors de ce processus. Woodard souligne que c'est lors de ce processus d'assaisonnement que le maître développait certains appétits pour l'esclave, pour le corps noir. On parle de toutes sortes de plaisirs, de sport et même d'érotisme. Woodard écrit qu'en même temps que l'esclave était endormi, durci, l'assaisonnement servait aussi à, je cite, attendrir la chair et, pour le maître, intensifier et renforcer le goût de certains types d'interaction. Il faut comprendre qu'on associe également le processus d'assaisonnement à un processus épicurien. Les historiens de l'esclavage décrivent les actes perpétrés durant l'assaisonnement comme des punitions cruelles et absolument pas nécessaires. En même temps, est-ce qu'il y avait un truc nécessaire dans toute cette histoire-là? On parle d'une faim institutionnalisée. Le sexe, la brutalité et la faim étaient au cœur de l'économie esclavagiste. Dans son autobiographie de 1881, James L. Smith nous permet de comprendre les dimensions sexuelles de la haine et de l'obsession qu'éprouvait l'homme blanc pour l'homme noir pendant l'esclavage. Nous n'allons pas nous engouffrer dans ce point parce qu'on a eu notre dose d'inhumain et de glauque, hein? Mais cela devrait toutefois, et encore une fois, nous faire réfléchir et reconsidérer notre tolérance, voire même acceptation de certains phénomènes que certains considèrent comme de la valorisation. Juste comme ça, je dis rien, ça comprend l'appropriation culturelle, toutes les formes d'appropriation culturelle, le fétichisme, le doudouisme, la validation et la reconnaissance blanche, le white saviorism, etc., etc. On parle d'une faim plus importante à satisfaire que la faim physique, c'est-à-dire le fait de manger. Par exemple, dans Aren't I a Woman, White raconte que l'homme qui avait fouetté l'épouse d'Henry Beeps était connu pour souvent déclarer que lorsqu'il avait faim, il préférait tabasser une femme noire plutôt que de manger. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que du coup, ça va au-delà d'une couleur de peau. Si certains pensent que « Ah, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème, c'est un problème de noir », sachez que vous êtes le problème. Voilà. Si les uns doivent se décoloniser pour sortir de la soumission, les autres doivent se décoloniser pour sortir de l'apparente domination qui sert un système dominant beaucoup plus large. Car si un système perdure, c'est parce que tous les groupes jouent leur rôle à la perfection.
En 1968, dans le New York Times, James disait qu'il était difficile de concevoir le moindre espoir de réhabilitation morale parce que les Blancs sont blancs depuis trop longtemps. They've been white for too long. Vous comprenez? Nous sommes sur des schémas, des sentiments, des structures de pensée qui forgent des personnalités et des identités traumatisées qui se transmettent de génération en génération. Bref, est-ce que vous comprenez pourquoi le processus de décolonisation, aussi douloureux soit-il, doit être enclenché? Il n'est pas question d'attendre après d'autres. Il est encore moins question d'essayer de faire entendre raison au système ou alors d'essayer de le changer. Il est question de sortir de là, de se sortir de là, de ne pas prendre part à ça, de refuser de jouer ce rôle pour lequel nous avons été assaisonnés. Le noir a été bridé, dressé, domestiqué, débourré. On a été dressé pour ne pas voir le problème ou alors pour accepter le problème comme étant normal. C'est pour cela, entre autres, que Fanon parle d'aliénation. C'est pour cela qu'on parle de colonisation des esprits, d'endoctrinement, de breaking in, d'assaisonnement. En résumé, et pour conclure, tout comme l'exotisation et la domestication, l'assaisonnement rentre dans une logique de dresser le noir, de l'éduquer afin qu'il reste dans son rôle de dominé ou plutôt de soumis à la domination et qu'il le transmette aux générations suivantes. Tout est pensé pour maintenir la relation domination-soumission. Le système dominant ne peut efficacement dominer que si le dominé reste dans son rôle de soumis. Il est éduqué pour cela, formaté pour cela, dressé pour cela. Mais avant toute chose, il a fallu le briser, le détruire, le préparer à recevoir cette nouvelle éducation, cette nouvelle identité soumise. Et que les choses soient claires. Même si là, on est dans le cadre de l'esclavage et donc qu'on parle de noir et de blanc, il faut comprendre que cette relation domination-soumission va aujourd'hui au-delà d'une couleur de peau. Se focaliser sur une guerre entre les noirs et les blancs ou vouloir remplacer une suprématie blanche par une suprématie noire ou encore se lancer dans un rejet seulement en surface d'éléments pensés blancs, c'est justement jouer le jeu de la domination. Après avoir passé des générations à être physiquement enchaînés, l'absence de ces chaînes physiques semble aujourd'hui être synonyme de liberté. Pourtant, cela est illusoire. Les chaînes mentales nous cadenassent solidement à un système, à une idéologie aussi prospère que manipulatrice et beaucoup plus étendue qu'on ne le pense. Il est important de prendre conscience de cela afin de cesser de foncer tête baissée dans des revendications aux apparences salvatrices tournées vers la recherche de l'illusion de liberté. Car il se peut qu'en faisant cela, nous jouions le jeu de la domination, que nous remplissions notre rôle de soumis. Il est ainsi primordial de se stopper et de récupérer notre capacité à réfléchir. Il est primordial de nous décoloniser véritablement, de faire des choix véritables et honnêtes et non des compromis douteux avec la domination. Il en va de notre liberté. Pas de l'illusion d'une liberté, non, de notre véritable liberté et de la restauration de notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau sous-épisode de le Study Vlog. N'hésitez pas à commenter de façon intelligente, propre et courtoise, cela va de soi, à liker et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon blog damselofletters.com,
afin de ne manquer aucune actualité de Damsel of Letters. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou sous-épisode de le Study Vlog.